Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 2 mai 2014, les principaux titres du journal. Une caravane médicale, celle qui a commencé aujourd'hui à Tintin, au Rod El Gharbi, différentes spécialités, gratuité des consultations et des médicaments durée 2 semaines. Un arrêt biologique, celui qui est entré en vigueur en Mauritanie depuis hier, 1er mai 2014. L'objectif, c'est de permettre à la richesse halieutique de se reproduire, durer 2 mois. Et puis un attentat meurtrier, celui qui a endeuillé hier soir à Abuja, la capitale nigérienne, bilan au moins 19 morts, attentat à la veille d'un rendez-vous économique international. Voilà pour les titres et nous commençons donc par cette page santé avec cette caravane médicale qui a commencé aujourd'hui à Tintin, au Rod El Gharbi. Une caravane dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé. Alors, consultation gratuite, distribution de médicaments gratuits, tout cela au profit des populations de cette Muqata'a du Rod El Gharbi et bien entendu une caravane qui comprend également différentes spécialités sur le programme, les activités de cette caravane, des précisions avec Cheikhna Cheikh Saadbou. La caravane médicale est organisée par le ministère de la Santé et va profiter durant 15 jours aux habitants de Tintin. Cette caravane, dotée d'un laboratoire pour les analyses, des médecins de différentes spécialités, va entreprendre gratuitement dans cette localité des consultations, prodiguer des soins et distribuer des médicaments. Le ministre de la Santé, Ahmedoul Haddaminoul Jelvoun, a rappelé l'importance de cette caravane qui, selon lui, répond aux besoins pressants de ces populations en matière de santé. Il a par la suite passé en revue les réalisations du gouvernement accomplies durant ces 5 dernières années. Des réalisations qui profitent essentiellement aux couches les plus vulnérables, d'où l'importance, a-t-il dit, de cette caravane qui vient voir les populations chez eux. Des populations qui ont à l'unanimité loué cette initiative du ministère de la Santé qui leur permet de se soigner sans se déplacer et gratuitement. Cela démontre, selon cette femme, l'intérêt que portent les hautes autorités de l'État à la santé en général et surtout aux franges vivant dans la précarité. Ensuite, le ministre de la Santé s'est rendu dans le nouveau point de santé de Tintin. Cette structure neuve et bien équipée va alléger l'affluence sur le centre de santé de Tintin. Cette nouvelle structure sanitaire répond également aux besoins en santé des populations de l'une des plus grandes Muqata'a du pays. Il est attendu que cette caravane médicale reçoive plus de 5000 personnes de la Muqata'a et des localités environnantes. Caravane médicale donc qui a commencé aujourd'hui à Tintin, au Rod El Gharbi, et qui va durer 15 jours. Une caravane qui intervient au lendemain de la fête internationale du travail le 1er mai. C'était donc hier, une fête célébrée par les travailleurs mauritaniens, bien sûr en rang dispersé, mais c'était aussi l'occasion pour les différentes centrales syndicales de présenter leurs doléances aux autorités publiques sur les activités de cette journée. Un résumé avec Abdelrahman Hamedan. Les festivités commémoratives de la Journée internationale du travail ont été marquées par des marches qui ont sillonné les principales avenues de la capitale et souvent couronnées par des meetings posant les différentes préoccupations et doléances des travailleurs. Des doléances portant dans leur ensemble sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, l'augmentation des salaires proportionnellement à la hausse des prix, ou encore la promotion et la généralisation de l'assurance maladie pour qu'ils puissent répondre aux exigences de la vie. Les syndicats des travailleurs qui ont présenté leurs doléances cette fois-ci au gouvernement ont été unanimes sur la nécessité de prendre en considération ces doléances et de mettre en place une nouvelle stratégie qui répond aux aspirations des travailleurs et à leurs doléances de caractère urgent. Et cela va permettre, certes, aux travailleurs d'apporter leur contribution au développement du pays. Les travailleurs, donc, le 1er mai, un 1er mai qui a coïncidé cette année avec l'entrée en vigueur de l'arrêt biologique organisé annuellement par les pouvoirs publics. Durée de cet arrêt biologique
ces 2 mois. Alors, sur les objectifs de cet arrêt biologique, sur son historique, des précisions avec Melika Naqli. L'arrêt biologique est l'une des dispositions prises par le ministère des Pêches et de l'économie maritime visant à soulager la pression sur les ressources halieutiques, à augmenter la production et à préserver l'équilibre environnemental. C'est au début des années 70 que le ministère a préconisé cette réglementation qui, d'une durée de 2 semaines, s'est étendue à 2 mois pour arriver à 4. Depuis 2008, l'arrêt biologique s'effectue en 2 tranches, mai-juin et octobre-novembre. L'arrêté du ministère en ce qui concerne le premier arrêt biologique concernant la pêche artisanale et continentale, artisanale et côtière débute le 1er mai et ce jusqu'à fin juin, avec un différé, une exception pour la pêche artisanale et côtière de 25 jours en mai et de 25 jours en juin. Le secteur des pêches offre plus de 45 000 opportunités d'emploi directes et non directes. Le président de la section de la pêche Nord souligne les avantages de l'arrêt biologique. Cet arrêt biologique, dit-il, a plusieurs avantages face au danger de la rareté des espèces et de leur surexploitation. L'arrêt biologique permet la reproduction du poisson, ce qui est capital, et lui donne un laps de temps lui permettant de grandir. La pêche constitue 58% des exportations de la Mauritanie. Leur revenu représente 10% du PIB national et environ 29% du budget de l'État, ainsi que la moitié des ressources en devises. Après le médical, le social et l'environnemental, maintenant les culturels. Les culturels avec l'art plastique, cet art qui connaît un certain développement dans notre pays, un certain développement grâce justement aux activités de l'Union des plasticiens mauritaniens. Précision sur tout cela avec Moussa Ndiaye. Ces tableaux ne sont que des produits des artistes plasticiens de Mauritanie qui veulent désormais faire entendre leur voix à travers leurs activités. L'art en Mauritanie, on peut dire énormément de choses. Parce que l'art, il faut voir l'art dans la globalité. Nous, on est dans un secteur, c'est l'art plastique. D'autres sont dans le cinéma, d'autres sont dans le théâtre, d'autres sont dans la poésie, tous c'est des artistes. Mais nous, pour ce qui nous concerne, nous, on sait qu'on a un très long chemin à faire, un très très long chemin. Nous, IAPM, on a fait le début, et je pense que si l'organe étatique nous accompagne, on ira encore plus loin pour être comme toutes les nations, d'être dans le concert des nations. Voilà, en matière d'art plastique. Les artistes plasticiens de Mauritanie essayent depuis plusieurs années de vulgariser ces domaines d'activité. Aujourd'hui, ils réclament un support de production de qualité. Les difficultés de l'art, c'est qu'on n'a pas un accompagnement efficace. Deux, on n'a pas de support de production de qualité dans le marché. De 3, il n'y a pas un marché de l'art en Mauritanie parce que le marché de l'art, il faut le créer. C'est les opérateurs touristiques, culturels et autres là qui doivent justement se pencher sur cette question et voir comment envisager cela. Venu appuyer cette intervention, le secrétaire général de l'Union des artistes plasticiens, M. Mohamed Ali Ouelbilal, a lancé un appel aux hommes d'affaires mauritaniens afin qu'ils viennent appuyer leurs activités. Il a proposé à cette occasion aux autorités du pays d'impliquer leurs activités dans les programmes de nos ambassades à travers une collaboration entre le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les citoyens que nous avons rencontrés, certains constatent que cette activité a connu un progrès remarquable et d'autres demandent aux structures nationales concernées de prendre en considération ces efforts qui ne font que contribuer au développement du pays, disent-ils. Entre l'amateurisme et le professionnalisme, à travers ces tableaux qui transmettent souvent certaines réalités de la société mauritanienne, la seule voie qui pourra aider, soutenir et orienter les unes et les autres est de créer des centres de formation ou des écoles maternelles pour accompagner les artistes plasticiens de Mauritanie. Pourquoi pas un jour les voir évoluer au sein d'une école mauritanienne
des beaux-arts. Nous restons toujours dans le domaine culturel, mais cette fois avec ce colloque organisé par l'Association des jeunes pour le développement, la culture et le sport. Un colloque organisé donc hier soir dans l'espace culturel Diadier Camara, dans le quartier Sokojim. Thème de ce colloque, l'éducation et le comportement urbain dans le milieu rural. Un colloque animé par le journaliste écrivain Abdoulaye Mohamed Douba, qui a axé son intervention sur donc, les traditions, sur l'éducation en milieu rural, les traditions du milieu rural caractérisées donc par la modestie, la sobriété et le courage. Beaucoup d'autres intervenants au cours de ce colloque ont abondé dans le même sens. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec les conséquences de l'échec des pourparlers de paix israélo-palestiniens qui devaient aboutir, vous le savez, le 29 avril dernier. Ici, ce sont des images d'archives lors de la dernière visite là-bas du secrétaire d'État américain, artisan justement de ces négociations qui n'ont rien donné. Eh bien, le Premier ministre israélien dit qu'il va présenter une proposition relative au caractère juif de l'État d'Israël. Les Palestiniens ne veulent pas en entendre parler, les Palestiniens, qui sont désormais membres de plusieurs traités internationaux, notamment plusieurs conventions des droits de l'homme ou encore la Convention sur les droits de l'enfant. En tout cas, le secrétaire d'État américain John Kerry n'a rien épargné pour aboutir à cet accord. Il avait ici, le secrétaire d'État, peut-être plus de chance en ce qui concerne les affaires africaines. Il est aujourd'hui à Abuja. Il était aujourd'hui à Abuja, la capitale du Soudan Sud, pour justement convaincre le président sud-soudanais Salva Kiir d'accepter une négociation directe avec son adversaire, le chef de la rébellion, son ancien vice-président, ce qui semble fait, puisque le chef de la diplomatie américaine a déclaré que Salva Kiir a accepté justement ces négociations. Et M. Kerry devait s'entretenir cet après-midi avec le chef de la rébellion pour voir s'il accepte une telle proposition. Ce soir, le chef de la diplomatie américaine était à Addis Abeba, première donc, étape de sa tournée africaine qui va le conduire ensuite en République démocratique du Congo et en Angola. Et puis la Libye maintenant. La Libye avec de nouvelles violences, au moins 5 soldats un policier ont été tués aujourd'hui lors d'affrontements entre des éléments des forces spéciales et un groupe armé. C'était hier soir à Benghazi et 3 autres soldats sont portés disparus. L'actualité de la violence également, c'est au Nigeria. Le Nigeria qui est endeuillé, sa capitale est endeuillée par un attentat qui s'est déroulé hier soir à Abuja. Donc, un attentat qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés au moment où Abuja s'apprête à accueillir une rencontre économique internationale sur la croissance en Afrique. Des précisions avec Amina Abdelaziz. À quelques jours d'un forum économique international dans la capitale du Nigeria, un nouvel attentat meurtrier a frappé une importante gare routière d'Abuja, déjà visée par le groupe islamique Boko Haram il y a 3 semaines. Il s'agit d'une voiture piégée qui a explosé hier, faisant au moins 19 morts et 80 blessés. Ce second attentat, à quelques kilomètres du siège du gouvernement, intervient moins d'une semaine avant le Forum économique mondial pour l'Afrique qui doit réunir à Abuja des décideurs du monde entier, dont le Premier ministre chinois. Après l'attaque du 14 avril, les organisateurs du forum avaient promis de déployer les dispositifs de sécurité le plus important jamais mis en place pour une réunion internationale au Nigeria, première économie et premier producteur de pétrole d'Afrique. Cet attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais les soupçons se sont immédiatement portés sur Boko Haram, dont les attaques ont fait des milliers de morts depuis le début de l'insurrection lancée par ce groupe radical il y a 5 ans dans le nord du pays à majorité musulmane.
Boko Haram, dont les violences ont déjà fait plus de 1500 morts cette année, selon Amnesty International, a concentré la plupart de ses attaques dans ses fiefs historiques du nord-est du pays jusqu'à l'attentat du 14 avril. Boko Haram qui a déjà revendiqué, n'est-ce pas, l'attaque il y a 2 semaines dans la même place où s'est déroulé l'attentat d'hier et qui a fait une centaine de morts. Série d'attentats également, suicides en Égypte aujourd'hui au Caire et dans la péninsule du Sinaï. 4 personnes ont été tuées, dont un soldat et un policier. Des attentats qui interviennent à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour la présidentielle, une présidentielle prévue en Égypte pour le 25 mai prochain. La République centrafricaine à présent, qui elle aussi s'enlise dans la violence, et en tout cas la République centrafricaine voit l'entrée en action des premiers éléments de la force européenne, qui vont donc désormais garantir la sécurité de l'aéroport international de Bangui, la capitale, aéroport qui s'est transformé en véritable camp de réfugiés. 150, c'est le nombre de ces premiers éléments. Une force qui doit compter, si elle est complètement déployée, 800 hommes. Une force qui vient donc en soutien aux autres missions déjà en place. Autre pays, autre crise, l'Ukraine. Eh bien, l'Ukraine, avec les derniers développements, cette offensive lancée tôt ce matin, par les forces ukrainiennes contre la ville de Slaviansk, l'un des bastions des séparatistes pro-russes, une offensive, dit-on, pour reprendre le contrôle de cette ville, mais aussi pour libérer, dit-on, les observateurs de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe retenus depuis une semaine dans cette ville par les séparatistes pro-russes. En tout cas, réaction immédiate de Moscou. Elle a condamné cette attaque et a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, une réunion d'ailleurs qui s'est déroulée cet après-midi à New York, justement pour discuter de cette crise, une crise qui a été également au centre à Washington de l'entretien qu'a eu le président Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel, le premier tête-à-tête entre les 2 responsables américains et allemands depuis le début des événements en Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la caravane médicale qui a commencé aujourd'hui à Tintan, caravane composée de plusieurs médecins de plusieurs spécialités. Une caravane de 2 semaines et qui va entreprendre gratuitement des consultations et distribution de médicaments. Ici, c'est l'arrêt biologique entré en vigueur depuis le 1er mai, donc depuis hier, un arrêt biologique annuel donc entrepris par les pouvoirs publics pour permettre à la richesse halieutique de se reproduire. Et ici, c'est cet attentat meurtrier hier soir dans les environs d'Abuja, au moins 19 morts, pas de revendication, mais les regards sont tournés vers Boko Haram, un attentat qui intervient à quelques jours seulement d'un forum économique international sur la croissance en Afrique, forum qui doit s'ouvrir mercredi prochain. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.